There must be something she can do. This heart is broken in two. Many times before. Donc, pour revenir là-dessus, Jennifer, est-ce que tu élaborer sur la pneumonie puis les tests COVID, la couple de fois que ça peut arriver que ça devienne positif. Donc, élabore un peu là-dessus pour qu'on puisse mieux comprendre. Donc, malheureusement, c'est un virus qui est arrivé. La mutation s'est faite tellement rapidement, puis la propagation s'est faite tellement rapidement, on n'a pas eu le temps de mettre à point des machines pouvant détecter bien le SARS-CoV-2. Ce qui se passe, c'est que normalement, Santé Canada est toujours à jour parce que, je veux pas, c'est eux qui s'occupent de la santé publique du Canada. Donc, eux, ils ont leurs machines à jour au cas où. Mais les hôpitaux ne sont pas prêts. Donc, malheureusement, oui, on peut tester pour la COVID dans les hôpitaux, mais les tests ne sont pas à 100% efficaces. Par rapport au SARS-CoV-2, je parle. Précisément, je ne parle pas des autres. Parce que c'est un virus, on n'a pas eu le temps de mettre à point les machines, on n'a pas le budget pour mettre à point les machines. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Santé Canada prenait tellement de temps parce qu'il y avait un overflow de tests que c'était même plus rendu réaliste d'attendre un test COVID. Parce qu'à ce moment-là, ça faisait qu'on faisait traîner des patients dans des zones chaudes, dans des zones où on rassemblait le plus de patients COVID, alors que possiblement, ils n'étaient pas positifs. Donc, c'est des choses qui n'étaient pas réalistes. Même quelqu'un qui vient, qui a peu de symptômes, qui attend une semaine, c'est un peu long pour savoir si le test est positif ou négatif. Donc, ils ont délégué ça aux hôpitaux. Les hôpitaux se sont dépêchés pour offrir le test. Comme j'ai dit, les machines ne sont pas à point. Donc, je ne sais pas en date d'aujourd'hui, en novembre 2020. Je parle pour le mois de mai 2020. J'ai testé des patients. Quand on reçoit le rapport avec le résultat du COVID, le résultat mentionne que ce résultat est bon à 75% et n'est pas approuvé par Santé Canada parce qu'il est valide seulement, il est bon à seulement 75%. Donc, un faux peut être à 75% vraiment un faux. C'est sûr que l'inverse est possible, mais on parle surtout d'un faux négatif. Est-ce qu'on peut déceler la COVID par le sang uniquement au lieu de prendre la tige dans le nez? On peut, mais ce que ça fait, c'est que les prises de sang coûtent beaucoup plus cher. Ça demande une technologie qui est beaucoup plus dispendieuse. Aux États-Unis, ils font beaucoup, mais c'est les gens qui sortent l'argent de leur poche. Tandis que faire le test nasopharyngé, mais il est beaucoup moins cher. Ça coûte moins cher le matériel. Faire le test coûte beaucoup moins cher aussi. Mais malheureusement, aussi, ça, je ne te l'ai pas dit, mais malheureusement, le virus, même si tu l'as combattu, même si tu n'es pas quelqu'un qui va contaminer les autres, malheureusement, tu peux avoir encore le virus dans tes cellules. Parce que tes cellules, c'est comme ta peau. On dit souvent, ça prend 21 jours, un mois pour pouvoir avoir des changements dans ta peau. Parce que les cellules prennent du temps à se régénérer. Même chose dans le nez. Ça ne prend pas 24 heures pour que la cellule se régénère, puis après ça, on a une nouvelle cellule, il n'y a plus de virus. C'est pas vrai. Donc, les cellules restent avec l'ADN du virus une fois qu'ils ont tué le virus. Donc, quelqu'un peut être testé positif pendant 8 semaines. On s'entend. C'est ce que ça veut dire. Si tu prends du temps à régénérer tes cellules, parce que tes cellules ne se régénèrent pas non plus toutes d'un coup, mais si tu prends à régénérer tes cellules, à cicatriser, tu vas être quelqu'un qui peut prendre jusqu'à 8-9 semaines avant de tester négatif. Puis, encore une fois, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il y a d'autres personnes aussi, comme j'ai dit plus tôt, par rapport aux machines qui ne sont pas à point. J'ai eu des patients, ça a pris 4 fois, 6 fois, 9 fois avant de tester positif. Mais ça, pour ça, par rapport à le tester plusieurs fois, ce qui s'est passé aussi, c'est que, veux pas, ça reste une personne qui te fait le test, puis tu es censé te rendre, comme Jen l'a dit tantôt, au nasopharynx. Des fois, tu avais des gens qui faisaient le test, puis ils arrêtaient comme... Ouais, mais c'est ça. Mais moi, je parle parce que j'étais en clinique de dépistage, puis je l'ai vu. Parce que le bâton, il est quand même assez long, puis il y a une marque dessus qui dit que tu es censé te rendre jusque-là. J'avais des gens, des fois, qui faisaient le test, puis tu voyais encore le bout qui n'était même pas rentré jusqu'au bout. Il faisait juste puis il le sortait. C'était clair que cette personne-là allait avoir un test négatif parce que le test n'a pas été fait de manière adéquate. Puis tu en avais d'autres qui te décapaient le nez, comme ils y allaient, puis ils allaient chercher ce qu'ils devaient aller chercher. Oui, c'est un test qui n'est pas agréable,
mais il vaut mieux que ce soit fait de façon adéquate puis tu as un vrai résultat, même si, comme Jay a dit, 75% de chances que ce soit vrai. Donc, ça reste aussi de qui te fait ton test. Comme moi, genre, la madame, quand je suis là avec mes petites cousines et tout, là, quand elle a fait le test, là, elle y est allée. Comme, j'étais sûre qu'elle, c'était un vrai positif et que moi, c'était un vrai négatif parce que j'ai senti pour la journée, je sentais tout. Donc, ça va toujours dépendre. Ça ne performe pas une cellule ici, en haut, apparemment. Parce qu'il y en a qui saignent. Mais non, mais oui, mais ça, c'est parce que c'est des gens qui étaient déjà à risque à la base. Puis si tu saignes, ton test, on ne peut même pas l'envoyer, il faut le refaire. Parce que ton sang va contaminer le prélèvement. Puis à ce moment-là, c'est plus difficile de tester parce que le test, encore une fois, ce n'est pas un test sanguin, c'est un test par rapport aux cellules, les débris de cellules qu'on retrouve s'il y a le COVID-19 là-dedans. Donc, si tu saignes, il faut refaire le test. Puis si on rentre dans ton nez, normalement, si tu regardes, c'est sûr que je ne l'ai pas, là, mais c'est vraiment flexible. Là. Ouais. Ça pousse comme ça. C'est sûr que la tige que nous, on tient, elle est rigide, mais la partie, parce que c'est fait vraiment en deux parties, la partie qui est souple, c'est qu'est-ce qui rentre, parce que justement... Dans le fond, c'est ça à peu près l'épaisseur. Je pensais que tu l'avais. C'est à peu près ça l'épaisseur. Sauf que quand on rentre dans le nez, c'est quand même assez flexible. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on a fini de faire le test, il faut le sortir puis il faut le casser au niveau de la ligne. Ce qui fait que quand ça rentre au niveau, je vais mettre de même, quand ça rentre, ça va vers là. On appelle nasopharynx. C'est pas juste comme, vas-tu percer mon cerveau? Non. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Puis de toute manière, la première question qu'on pose aux gens quand on fait le test du COVID, c'est êtes-vous sujet au saignement de nez? As-tu déjà saigné du nez? As-tu une chirurgie au niveau du nez ou de la gorge récemment? Le moindrement que la personne dit oui, that's it, tu ne fais pas le test. Puis tu as une limite de temps. On te demande c'est quand tu as saigné du nez la dernière fois? Ben, c'était quand ton opération? Si tu dis mon opération, c'était hier, si je me souviens bien, puis désolée si je n'ai pas les bons chiffres, je pense que c'est 2 semaines que tu ne peux pas faire le test. Et encore, ça va dépendre de c'était quoi l'opération. OK, c'est intéressant ça, à savoir. Là, on a parlé de vaccins plus tôt. J'aurais aimé ça que Cass, si tu peux élaborer comme tu vas être au CLSC. Toi, tu travailles au CLSC. Jennifer travaille dans l'urgence. Je ne me trompe pas, c'est bien ça? Non, c'est soins intensifs. Soins intensifs, OK. Donc, mon ami qui est décédé, lui, a été envoyé en soins intensifs ou ils l'ont gardé dans la salle d'urgence en jugeant que c'était pas critique? Est-ce que, bon, vous n'étiez pas là, vous ne pouvez pas élaborer, mais selon vous, quelle aurait été la pratique adéquate qu'une infirmière ou au triage aurait dû traiter son cas? OK. Là, toi, tu m'as dit, si je me rappelle bien, que c'était quelqu'un qui avait des difficultés à respirer, c'est bien ça? Il ne se sentait pas bien. OK. Il ne se sentait pas bien. Donc, je ne peux pas aller plus en détail, c'est juste ça que j'ai là, comme information. Bon, c'est sûr que je ne peux pas aller loin avec ça, mais première chose, dépendamment comment il a décrit ses symptômes, parce que les hommes, précisément les hommes noirs, ne veulent pas nécessairement montrer quels sont leurs symptômes parce qu'ils n'aiment pas l'hôpital, ils n'aiment pas un paquet d'affaires. Ça, c'est déjà un problème numéro 1 avec la communauté. Regarde, t'as mal, tu te sens pas bien, dis-le, dis c'est quoi, puis sois précis. Tourne pas en rond, « Oh, je me sens pas bien. » Je sais pas. Non, on met sur 10. C'est ça, exactement. Sois précis. Tu te sens vraiment pas bien, c'est la première fois que tu ressens ça, c'est 10 sur 10. C'est la première fois que tu le ressens, c'est 10 sur 10. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un problème du côté client. Moi, si je retourne à la situation, les urgences sont débordées. J'en avais déjà parlé dans l'autre épisode avec toi, Candice. Il y a un ordre de priorité. Une infirmière qui n'utilise pas son jugement pour une raison X, le triage va faire que le patient, c'est un système, hein? C'est une machine, c'est pas une vraie intelligence. On appelle ça une intelligence artificielle, mais ça va jamais être l'équivalent de ce que nous, on a dans notre tête. Donc, si toi, tu n'es pas capable de juger bon que ce patient-là, tu sais quoi, moi, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, il ne va pas bien. Ben, malheureusement, il va attendre longtemps dans la salle d'attente. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose. OK, finalement, il finit par voir le médecin. Le médecin dit, « Ah, tu sais quoi, finalement, il y a peut-être quelque chose, je vais le garder en surveillance à l'urgence. » OK, ça va, elle garde en surveillance. Là, par la suite, ça, je veux dire, ça, c'est comme ça partout. Je veux dire, que ce soit médecin, infirmière, préposé, tous les domaines, il y a toujours des gens qui sont un peu plus négligents. Donc, je ne peux pas mettre ça sur les médecins. C'est comme ça dans tous les domaines. Il y a toujours des gens qui vont être négligents dans tous les domaines. Il y a des médecins qui sont plus négligents.
Puis, ils sont comme un peu plus passifs. Oui, c'est la vie des patients, je suis d'accord avec vous, c'est la vie de quelqu'un, mais il y en a qui sont comme ça. Puis, si on est humain, malheureusement, c'est vrai que peut-être qu'il n'aurait pas dû être médecin, il aurait dû choisir un autre job, mais il est là, c'est lui le médecin. Il y en a qui sont plus passifs, ils sont moins proactifs, ils font moins de tests. Puis là, tout d'un coup, le patient va pas bien. « Oh, j'ai appelé les soins intensifs, je ne sais pas quoi faire avec ça. » Les soins intensifs arrivent. Comment ça se fait que tu ne m'as pas appelé avant? Ben là, je ne croyais pas bon. Ben là, tu n'as pas fait X, tu n'as pas fait Z, tu n'as pas fait A, tu n'as pas fait B. Puis ça arrive souvent. J'entends souvent les médecins qui arrivent, qui sont comme, là, je ne comprends pas comment l'urgentologue n'a pas fait ça. Parce que souvent, j'ai des médecins avec qui j'ai travaillé qui ont déjà fait d'urgence. Pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Donc, peu importe. Puis, si par exemple, l'urgentologue a bien fait sa job, puis qu'il a appelé les soins intensifs, ça s'est bien passé, c'était smooth. Puis l'intensiviste arrive aussi, il fait bien sa job, c'est smooth. Parce que autant, je parle des urgentologues, mais il y a des intensivistes aussi qui sont négligents, qui vont dire oh, l'infirmière va appeler, va dire j'ai l'impression que mon patient ne va pas bien. Oh non, c'est correct, on va voir plus tard. Il y en a qui sont comme ça. Tout comme il y a des infirmières aussi qui sont comme ça, ils vont voir quelque chose, puis faire oh, je pense que ça va passer. Puis là, le médecin est fâché. Donc, ça, c'est vraiment pour tous les types de domaines. Mais là, si je donne la meilleure situation ever, dans les meilleurs cas, tout s'est bien passé smoothly pour ton ami, par exemple. Mais, comme je l'ai mentionné, la COVID, des fois, on ne le teste pas bien, comme Kéké l'a dit. La COVID, des fois, le test n'est pas sûr à 100% quand il est négatif, que ça va être un positif. Donc, ça arrive parfois que c'est un positif. Donc, quand on se rend aux soins intensifs et qu'on se retrouve avec une réaction immunitaire exagérée, comme la COVID-19, à ce moment-là, il y a des défaillances cardiaques, comme je l'ai mentionné, puis c'est là que ça peut causer un arrêt cardiaque, malheureusement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est une simple pneumonie. Il est possible que la pneumonie ait infecté le cœur. Puis si ça infecte ton cœur, ben malheureusement, ça crée péritonite ou endocardite. Puis ça peut causer une accumulation de sang autour du cœur. Puis ça, encore une fois, ça crée un arrêt cardiaque à long terme. Est-ce qu'on peut survivre d'un arrêt cardiaque? Oui, tu peux survivre d'un arrêt cardiaque. Mais les jeunes, malheureusement, c'est qu'on a beaucoup moins de facilité à compenser quand on fait un arrêt cardiaque. Je te donne un exemple. Une personne âgée qui fait un arrêt cardiaque, elle a eu plusieurs problèmes de santé qui se sont développés, soit graduellement ou peu importe, et le corps a été capable de compenser avec les changements au niveau de l'anatomie puis de la physiologie de cette personne-là. Donc, quand arrive un incident comme un arrêt cardiaque, un AVC, le corps est capable de faire « j'ai une autre option ». Je vais dévier la circulation ailleurs. Puis ça, c'est parce que le corps a déjà été mis en situation où, avant d'arriver à un arrêt cardiaque, il y a une diminution de la circulation sanguine quelque part. Tandis qu'un jeune, quand ça arrive surtout avec les jeunes, le corps n'a pas été habitué, on est en santé, on n'a pas de pathologie quelconque. Puis ça fait que justement, ça vient à un arrêt cardiaque puis qui est difficile à sauver parce qu'on n'a pas de moyen de compensation. Parce qu'on est jeune, on n'a pas de pathologie, on n'a pas d'antécédents médicaux, on est en santé. Le pire qui est arrivé, c'est qu'on est à l'hôpital pour une gastro ou pour une infection urinaire. OK. C'est intéressant à savoir, ça. On ne peut pas sauver tout le monde, comme ils disent, mais l'ingérence médicale existe. On en avait parlé dans l'autre épisode. Vous avez fait un épisode sur l'affaire de Joyce aussi, qui élabore beaucoup là-dessus. Donc, comme j'ai dit, Parlons soins, c'est un épisode à pas manquer. En tout cas, moi, c'est l'épisode que j'écoute le samedi quand je me prépare. Merci. Je fais mon déjeuner. Moi, j'aime ça. Moi, je suis une personne, j'aime apprendre. Donc, quand tu apprends, tu arrives à comprendre. Donc, ça diminue ta colère. Message. Fait que c'est juste une question de vraiment, vraiment aller de l'avant avec ça. Je vais aller avec Cass parce que Cass, je sais que toi... mais c'est... Attends une minute. OK. Cass, je sais que toi, tu travailles dans un CLSC. Là, je voulais entamer le volet de la vaccination parce qu'il y a des choses qu'on a entendues, puis ça court un peu partout, de gauche à droite, qu'on risquerait d'être forcé pour être vacciné, puis qu'on va être brimé de notre vie privée, on n'aura plus de vie à la normale. Et, bon,
vous êtes infirmière, vous pouvez confirmer, est-ce que c'est vrai que on va nous prendre... Ce qui est plate avec ça, c'est que on ne peut pas forcer quelqu'un à prendre un vaccin. C'est à moins que tu m'assommes, que tu mettes couché, puis que tu... Mais ce qu'ils vont faire, c'est que, exemple, un professionnel de la santé ne veut pas prendre le vaccin, ils vont dire, OK, c'est libre à toi, mais si tu l'attrapes, tu ne seras pas payé X, Y, Z. Ce qui fait que c'est comme un peu sneaky de comment pour les professionnels de la santé ça va se passer. Mais si on parle bien du COVID, dans le fond, pour la vaccination, comment ça va se passer, c'est qu'ils vont vacciner les gens qui sont justement les professionnels de la santé, comme c'est nous qu'on est le plus souvent en contact avec les patients. Car ça va être les personnes âgées, les gens qui ont des maladies chroniques, ce qui veut dire diabète, hypertension, qui ont eu des cancers, qui sont en rémission, etc., etc. Puis il y avait aussi comme quoi ils allaient possiblement vacciner les enfants qui allaient à l'école. Comme justement, ils étaient des vecteurs, puis que même si eux, comme Jill l'a mentionné tantôt, même si eux, ils n'auraient peut-être pas les symptômes, mais il reste qu'ils peuvent le transmettre à quelqu'un d'autre, que cette personne-là, elle, va réagir de toute façon. Donc, c'est clair que pour le vaccin du COVID, oui, on entend beaucoup de choses, puis c'est plate. Nous-mêmes, les infirmières, on n'est pas trop à jour là-dessus. On est comme le public. On entend ce qu'on entend, puis on le sait la veille ou le lendemain. Ah, ben, finalement, demain, ça commence la vaccination du COVID. Vous avez genre une journée pour faire les formations. Donc, on n'est pas plus avancé que vous, sauf que si on y va par expérience puis par la logique, c'est clair que si on commence à vacciner les gens, ça va être les professionnels de la santé en premier et les personnes âgées ou les gens qui sont déjà affaiblis, comme c'est les principaux touchés. Là. Moi, je tenais avec toi, Candice. S'ils veulent, ils peuvent nous forcer. Mais ça a des conséquences, nous forcer. Ça a de graves conséquences. Parce que tu forces, que ce soit la population ou les professionnels de la santé, ça amène des conséquences. Donc, un professionnel de la santé peut très bien dire, ben, tu sais quoi, moi, je préfère démissionner. Puis honnêtement, au point où on en est rendu, il y en a plein qui veulent démissionner si on continue comme ça. Il y en a plein qui ont démissionné. Si on est mais ça va continuer, c'est ce que je veux dire. Mais si on revient encore avec l'arrêté ministériel que tout le monde va travailler temps plein, en plus, il y a des temps supplémentaires tout le temps, fais-moi confiance. Il y a un autre 30% qui va s'en aller. Fait donc ça, c'est une chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'ils peuvent forcer la population s'ils veulent, mais en même temps, on s'entend qu'on est on n'est pas dans une société... dictature. On n'est pas dans une dictature, là. Donc, ça, je disais qu'ils ne peuvent pas nous forcer comme vraiment prendre chaque être humain, puis nous menotter, puis allez-y. Mais ils vont trouver des façons de nous faire quand même. Mais le COVID, tu n'es pas payé, tu n'as pas d'assurance maladie, tu te démerdes. Ça va être une façon de nous forcer. Mais ils ne peuvent pas nous attacher pour le faire, c'est impossible. Non, mais ils ont le droit. Selon la loi, ils ont le droit. Parce que tu as deux choses. Oui, tu as le droit de faire respecter tu dois respecter les désirs d'une personne, puis ses droits et libertés, à condition que ça ne brime pas la sécurité de l'autre, ni les droits de l'autre. Donc, si toi, tu refuses de prendre le vaccin, tu es un vecteur, donc tu es un danger pour les autres, donc je peux t'obliger aux yeux de la loi. Puis ça fonctionne comme ça. Mais est-ce qu'ils vont se rendre jusque-là? J'ai vraiment des doutes. Mais c'est ça, je ne crois pas qu'ils vont aller jusque-là, parce que rendu à ce niveau-là, c'est vraiment, tu sais, jouer entre les lignes. Tu joues vraiment en marge de mes droits par rapport aux droits de quelqu'un. Tu sais, veux pas, je suis devenue infirmière, pas pour blesser les gens, mais quitte à, tu sais, est-ce que je vais prendre le vaccin, est-ce que je vais pas prendre le vaccin, Dieu seul le sait, là, on n'embarquera pas là-dessus. Mais, tu sais, jusqu'à quand, oui, moi aussi, je suis un être humain. Oui, je suis une infirmière, mais je suis avant tout une être humain. Si je suis quelqu'un, exemple, qui ne croit pas au vaccin, j'ai le choix entre démissionner ou prendre le vaccin, je te garantis que je vais démissionner parce que ça reste que je suis un être humain aussi, de ne pas me forcer. Oh oui, mais tes droits vont à l'encontre de la sécurité de quelqu'un. Je suis tout à fait d'accord. Mais sa santé va justement à l'encontre de mes droits à moi aussi. So, c'est rendu que comment ils vont jouer avec ça, ça va être très intéressant à voir. Puis je pense que les différentes associations, genre OIQ et tout, là, ça va virer en guerre, je pense. Je suis désolée, là, ça va pas être beau à voir. Je ne pense pas que le IQ va rien dire, là, mais la FIC... Mais la FIC ou OIQ, FIC, c'est pas ça la même affaire, hein, je pense. Non. Tu as le syndicat des infirmières, syndicat des médecins, syndicat de toutes les professionnels de la santé versus le gouvernement puis les arrêtés ministériels. Déjà, présentement, c'est l'huile. C'est vraiment pas beau à voir. On reçoit des lettres matin, midi, soir des syndicats qui disent « Voici ce qui se passe, il faut qu'on parle ». So là, quand le vaccin va arriver, j'ai l'impression que ça va être un autre sujet brûlant. Puis, on s'entend, le Collège des médecins, ils sont très puissants. Notre syndicat, notre ordre, c'est rien, là. Je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent passer avec les médecins. Puis, donc,
honnêtement, regarde, s'il y a des médecins qui refusent de le prendre, puis je sais qu'il y en a, je suis sûre, parce qu'on est tous des êtres humains, chacun on a le droit de prendre une décision, puis ils ont peut-être leurs raisons personnelles. Puis, ils ont le droit de refuser un antibiotique, pardon, un vaccin. Puis, s'il y a des médecins qui font suffisamment de bruit, puis qui disent, regarde, moi, je veux vraiment pas le prendre, ben, le Collège des médecins vont les baquer. Puis, si le Collège des médecins les back, ben, on s'entend que le gouvernement ne pourra plus rien faire parce qu'il ne va pas obliger à ce moment-là le vaccin. Puis, ils ne peuvent pas dire, oh, pas les médecins, mais les infirmières, parce que les infirmières sont plus au chevet. Fais-moi confiance, ça ne passera pas. Mais c'est quand tu dis ça passera pas, mais je suis quasiment sûre qu'ils vont le ressortir quand même. Ils vont s'essayer. C'est rendu comme les médecins, ils veulent pas. Oh, mais les infirmières, non, on est autant. Oui, c'est vrai qu'on est plus souvent avec les patients, mais ça reste que nous, exemple, si on auscule, vous mettez des fois votre main directement dans la bouche du patient. Tu sais, c'est comme un moment donné, il va falloir ça. Je dis, ils vont vraiment jouer avec les mots, ils vont jouer avec les lignes. Moi, ça va être des drôles de débats. Je prépare mon popcorn déjà parce que ça va être ridicule. Non, ça va être des fois. C'est bizarre, mais c'est comme... Moi, j'ai un mauvais feeling du vaccin. Parce que de base, il n'y a aucun vaccin qui est vraiment bon pour le corps humain. Parce que Dieu nous a créés avec tout ce qu'on a besoin. La nature est là pour nous aider aussi. Fait que si on booste notre système immunitaire, pourquoi on aurait besoin de vaccin contre ce soi-disant virus s'il y en a eu plein d'autres avant qu'on a dû battre nous-mêmes? L'influenza en est un. C'est comme... Moi, je ne suis pas dans le domaine de la santé, mais je ne peux pas concevoir qu'un vaccin créé dans un laboratoire, créé par l'homme, est efficace à 100% pour aider quelqu'un. De plus, on a des personnes qui ont un système différent que d'autres, puis les vaccins, qu'on le veuille ou pas, ça a été prouvé que ça développe des maladies inconnues ou des maladies spécifiques après un certain nombre d'âges. Fait que qu'est-ce qui me dit que ce vaccin-là est vraiment efficace si on avait déjà Dutch ou on avait bloqué le vaccin du H1N1 qui faisait des mauvais effets sur plusieurs personnes qui ont été vaccinées? Jusqu'à maintenant, il y a encore des cas qui font mention que le vaccin H1N1 a vraiment perturbé la vie de plusieurs personnes. Là, imaginez-vous, vous êtes des infirmières. Toi, tu es aux soins intensifs, Jennifer. Toi, tu es dans un CLSC. Quelqu'un prend un vaccin. OK? Puis qu'après, vous constatez que les gens qui ont pris les vaccins commencent à devenir à un état incontrôlable. Ils sont en train de mourir comme des mouches devant vous. Comment vous allez vous sentir? Mais il y a une chose qu'il faut savoir, toute molécule a un risque dans le corps humain. Peu importe que ce soit le médicament. Fait que peu importe, à chaque fois que je donne un médicament à un patient, il peut avoir une réaction. Puis surtout, moi, je te dis ça personnellement, surtout sur l'intensif, il y en a qui réagissent comme ça à rien. Absolument rien. Donc, malheureusement, j'ai développé comme une immunité, pas pour dire que je suis froide et que ça ne fait rien qu'un patient décède, non, c'est pas ça que je dis. C'est que j'ai développé, au lieu de la sympathie, j'ai développé mon empathie. Puis, j'ai développé aussi l'acuité pour dire, OK, regarde, ça ne fonctionne pas. Ça, je m'excuse, on m'appelait. OK, donc j'ai développé l'acuité, puis j'ai développé, dans le fond, les connaissances, et je me suis dit, regarde, ce patient-là, non, effectivement, ça ne marche pas. Ça, il faut arrêter. Ça, il faut le déclarer. Puis ça, c'est des choses on est dans l'obligation de le faire. Donc, si je me retrouverais avec 2-3 patients, je dirais, écoute, il semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis souvent, les médecins vont faire la même chose. Ils vont dire, hey, c'est vrai, peut-être que tu as raison, on va surveiller. Puis là, on arrive à 4-5, oh non, on regarde, il y a quelque chose qui ne marche pas, puis là, on va déclarer ça à Santé Canada, ça, c'est automatique. Tu ne peux pas laisser traîner quelque chose comme ça aussi longtemps. Donc, en tout cas, man, moi, j'ai un mauvais feeling pour ça. C'est tout. Moi, je vais avec le vibe, puis j'ai un mauvais feeling que ce vaccin-là va vraiment aider. Parce que, écoute, il n'y a pas une fois, j'ai entendu eux qui passent à la télé à chaque jour, là, les responsables, faire mention, booster votre système immunitaire. Comme si beaucoup ont guéri par eux-mêmes de manière naturelle. Donc, est-ce qu'on peut quand même, let's agree to disagree. Si on booste notre système immunitaire, on le renforce, renforcer notre système immunitaire, c'est qu'on est capable quand même de vaincre certains virus parce qu'on a des anticorps déjà de base. Donc, vous, personnellement, là, est-ce que vous pouvez confirmer de votre expertise que le vaccin, en tout cas, vous ne savez pas encore, comme elle a dit, Cass, mais les vaccins actuellement, là,
est-ce que vous pensez avec tout ce qu'on vient de vivre, ça va être idéal? Comme, est-ce que vous pensez que ça va être idéal? Comme plusieurs personnes deviennent dépressifs, plusieurs personnes, là, ils ont fermé les gyms, fait que les gens ne peuvent pas booster leur système immunitaire, ne peuvent pas rien faire. Fait que là, qu'est-ce que tu en penses, toi, Cass? Moi, personnellement, tu sais, vaccination, ça reste un sujet comme ça dépend de chaque personne. Si on se fie à la science, le fait qu'on ait introduit la vaccination dans la société, ça a aidé à passer à travers certaines maladies. Comme exemple, la poliomyélite. Le fait qu'on a eu un vaccin pour ça, ça l'a quasiment éradiqué. Là, on a quelqu'un qui revient parce que de moins en moins de personnes, justement, se vaccinent contre ça. Mais il y a une époque où la polio, je suis quasiment sûre que je dis polio, puis plein de personnes vont être comme, c'est quoi ça? Mais justement, non, c'est pas la varicelle, justement, okay. C'est une maladie au niveau du système musculaire. Mais justement, ce qui se passe, c'est que à force d'avoir des vaccins, la polio avait été éradiquée pendant une période. On n'en avait aucun cas de polio pendant des années. Puis là, on a eu une phase où les gens ne se vaccinaient plus, puis tranquillement, c'est revenu. Dans le fond, les vaccins, moi, je dis, c'est efficace quand on a vraiment cerné le virus dans tous ses aspects, puis qu'on est sûr à 100% que ce vaccin-là ne créera pas plus de problèmes qu'autre chose. Puis en santé, on a toujours un truc qu'on appelle les risques versus les bénéfices. J'imagine que pour le COVID, ce qu'ils vont se dire, c'est que, OK, oui, si on donne le vaccin, il y a 10 personnes qui, exemple, vont avoir un syndrome de Guillain-Barré, paralysé, tout et tout, versus 90 personnes qui ne mourront pas. Ce vaccin-là va sortir parce qu'il y aurait plus de bénéfices que de risques. Puis je dis des chiffres comme ça, là, c'est vraiment juste pour que vous ayez une idée de comment ça se fait un vaccin, puis comment on introduit des nouveaux médicaments, puis comment on introduit des choses nouvelles. C'est toujours de voir le risque versus les bénéfices. Si j'ai plus de bénéfices pour la société d'introduire cette affaire-là, ben je vais le faire. Puis là, ils vont focuser sur quoi faire pour ceux qui ont des effets négatifs. Sur le vaccin, moi, personnellement, je ne sais pas trop encore pour le moment. J'attends de voir qu'est-ce que ça donne. Puis on verra. Est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre ça? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Juste que mes vaccins à moi sont faits. Donc, des vaccins, depuis que je suis petite, je les ai reçus, mes vaccins. Est-ce que mon système aurait pu me protéger sans? J'en ai aucune idée. Veux pas. Quand tu es petit, c'est tes parents qui te traînent faire les vaccins, donc tu n'as pas vraiment ton mot à dire là-dessus. Mais ça peut avoir ses avantages, oui. OK. Donc là, pour clôturer notre épisode d'aujourd'hui, premièrement, merci beaucoup. Vous êtes des infirmières engagées, donc ça prend du temps pour me donner du temps. Puis j'ai quand même apprécié la rapidité de la réponse de votre part. S'il y aurait un message, un conseil que vous pouvez donner aux personnes qui auraient des douleurs inconnues présentement, dues à l'anxiété, la dépression, douleurs musculaires, ingérence médicale par un jugement d'une infirmière ou d'un médecin, quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous pouviez nous conseiller puis nous suggérer, si possible, selon votre expertise? Là, tu as dit plusieurs choses différentes, donc on va aller peut-être quelques-uns de ce que je me souviens. Par rapport à tout ce qui est ingérence, injustice, tu sais, tu vas à l'hôpital, tu sens que tu as vécu du racisme. Tu vas à l'hôpital puis t'ont donné la médication, il y a toujours une commissaire aux plaintes. Puis c'est un truc qui m'énerve, c'est que les gens ne savent même pas que ça existe. Tu demandes, si tu demandes à une secrétaire, je veux le numéro de la commissaire des plaintes, ils n'ont aucun ordre de te le refuser, il faut qu'ils te le donnent. Mais ils n'ont pas refusé, ils ne savent même pas pourquoi tu veux le numéro. Non, mais il y en a, crois-moi, qui sont essayés, c'est comme pourquoi vous le voulez, tu n'es même pas obligé de dire pourquoi tu veux le numéro. Donne-moi la secrétaire n'a pas rapport. Oh, crois-moi, tu serais très surprise. Non, mais sinon, vous pouvez appeler, vous faites le 0, c'est la centrale téléphonie. Vous dites, j'aimerais avoir le numéro. Mais c'est ça, vous demandez le numéro de commissaire des plaintes, puis il y en a qui vont dire, ouais, mais commissaire des plaintes travaille pour l'hôpital. Non, il ne travaille pas pour l'hôpital. C'est vraiment quelque chose d'à part. C'est vraiment pour protéger non seulement les patients, mais même nous en tant qu'employés. Comme si je travaille, puis j'ai l'impression que ma boss fait du racisme avec moi, j'envoie une plainte, puis croyez-moi, ça se règle une fois que c'est parti. Là, c'est dur pour se rendre, mais une fois que c'est sur la table de quelqu'un, croyez-moi, ils y travaillent là-dessus. Donc, pour tout ce qui est rapport à ça, vous vous sentez dans une situation qui a fait atteinte à votre personnalité, à qui vous êtes, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit commissaire aux plaintes. Il n'y a aucun professionnel de la santé qui a le droit de vous le refuser. Commissaire aux plaintes, est-ce qu'on peut déposer une plainte pécuniaire pour ingérence médicale? Est-ce qu'on peut l'avancer plus loin ou c'est seulement déposer une plainte contre les traitants, les personnes? Ça, il y a un algorithme. Ça, c'est rendu un algorithme. Vraiment, ils vont
avant aller plus loin, ils vont essayer de faire, il y a comme un médiateur dans le fond, ils vont essayer d'avoir une discussion, qu'est-ce qui s'est passé, de voir les deux points de vue. Puis là, après ça, ce qui va se passer, c'est que, OK, avec la médiation, ça n'a pas fonctionné, c'est quoi la prochaine étape? Puis là, la prochaine étape, ça va être une autre commission. Comme quand on fait une plainte, il faut se mettre d'accord que ça va prendre du temps, mais que si tu tiens, ils vont aller avec toi jusqu'au bout, jusqu'à ce que toi, tu sois satisfait. Puis c'est un truc que je trouve que c'est quand même bien fait, les commissaires aux plaintes. Toutes ces commissions des plaintes, ça, dans l'Est, ça va bien, en tout cas. Mais si, par exemple, Candice, si c'est comme dans le cas de ton ami, que ce serait, par exemple, une ingérence par rapport jusqu'à mener justement à la mort, à ce moment-là, la famille a le droit de demander à voir le dossier, les résultats sanguins et tout, puis d'avoir le médecin. Bien, moi, première chose, c'est que je commencerai avec le médecin traitant. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis de m'expliquer en détail. Puis je m'assois avec les médecins qui justement l'a traité pour voir. Si là, je trouve que c'est louche ou peu importe, c'est pas clair, de toute manière, on a le droit de demander le dossier aux archives. C'est sûr, c'est une demande qui est longue à faire. Puis après ça, on peut demander justement à un autre médecin son avis professionnel. Puis à ce moment-là, si on pense que justement c'est une atteinte à la communauté, peu importe, mais moi, je conseille fortement d'aller vers un médecin justement de la communauté si on sent plus sécure avec ça. Puis je pense que c'est l'idéal. Puis de parler justement, est-ce que le dossier aurait été mal géré selon vous? Puis là, par la suite, c'est de parler justement à un avocat qui, lui, va faire entrer un médecin qui s'occupe juste des cas justement légaux de négligence médicale. Puis par la suite, on peut peut-être amener ça justement en justice en cours pour des poursuites. Mais ce qui est bien, c'est que quand ça... Ben, ce qui est bien, c'est triste parce qu'il y a eu un décès, là. Désolée le mot que j'ai utilisé. Mais quand c'est une mort qu'on soupçonne qui serait suspecte, des fois, il y a des coronaires qui s'en mêlent aussi. Puis là, c'est un gros dossier comme... Mais le problème avec les coronaires, c'est que les médecins ne le demandent pas souvent. Donc, mais c'est ça qui est grave, mais la famille a le droit de le demander. Oui, je suis d'accord, mais c'est parce que ça va prendre du temps avant d'être fait. Donc, l'idéal, c'est que tout de suite après que ça soit arrivé, c'est sûr qu'on est en deuil, mais je pense que c'est de s'asseoir puis de demander qu'est-ce qui s'est passé. Exactement. Puis dans ce moment-là, un coroner s'en mêle. Puis je me souviens... l'hôpital que j'ai eu un stage, ils ont tout de suite remis un document aux étudiants. Puis si tu voyais, ils ont vraiment une mise en situation d'un jeune qui est mort par négligence. Puis on voit vraiment que le coroner s'en est mêlé. Il y avait la commission aux plaintes. Puis ça a amené à ce que finalement le médecin puis les infirmiers, toutes les gens qui étaient autour de ce problème-là ont perdu leur licence puis sont partis. Ils ont fait renvoyer. Puis ça a pris du temps. Je pense c'est une histoire qui est arrivée en 2015, si je me souviens bien. Ça a été réglé en 2018. Ça a pris quasiment 3 ans avant que c'est réglé, mais ça a amené que, finalement, ces personnes-là se sont fait renvoyer à la fin. Ça a pris du temps, mais... Tu n'as pas juste renvoyé. Si tu perds ta licence, c'est plus pratique. Mais ça, ils ont perdu ils ont été radiés. Je ne voulais pas dire le mot, c'est radié ou irradié? Oui, c'est radié. Radié de l'ordre. Ouais. Ils ont été radiés de l'ordre un a été radié de l'ordre du médecin, puis les 2 infirmières auxiliaires ont perdu leur... Tout le monde a perdu leur licence parce que c'était vraiment une vraie négligence. C'était pas juste une erreur. C'était vraiment personne n'a pris le temps de regarder ce qui se passait. Donc, pour les autres, je me souviens plus c'était quoi les trucs que tu as demandé pour les autres conseils. Ah, c'est pas grave. Écoute, là, on a eu beaucoup d'informations. Puis, comme je le dis toujours, moi, je suggère les gens comme d'aller vous suivre parce que vous faites des capsules quand même éducatives. Puis, c'est à chaque semaine que vous les sortez les samedis. Fait que moi, j'ai fait mon devoir en tant que citoyenne, en tant qu'haïtienne, en tant que personne qui aime faire de l'intervention ou qui aime éduquer la communauté, de savoir davantage parce que c'est pas tout le monde qui connaît votre type d'emploi, tout ce qui est derrière, qu'est-ce que vous viviez, tout ce que vous deviez faire. Fait que j'ai fait mon parallèle là-dessus, puis c'est sûr que, tu sais, peut-être j'aurai d'autres interventions avec vous, mais comme j'ai dit, pour ceux qui vont nous entendre, qui vont regarder cet épisode-là, allez suivre Parlons Soins sur Instagram. Vous pouvez trouver les capsules sur Spotify. Et puis, de plus, prenez papier et notes. C'est disponible, c'est gratuit, qu'est-ce qu'on vous offre. Donc, il n'y a rien de mal d'investir sur votre capital humain, d'apprendre davantage pour mieux comprendre. Et merci encore pour votre temps, les filles. J'apprécie. Merci à toi. Et puis, lâchez pas. Merci. Bye. Bye.